Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire. Je saurais me rendre digne de cet honneur. Est-ce qu'on commencerait pas par un éclat de rire? Bonjour, je viens pour le casting. Je crois que je gagne à être connu. Tu me régales, toi. Moteur, action! Et alors voilà, j'ai du coup de bol, quoi. Bon, coupé. Il dit n'importe quoi, là. Il veut pas improviser. Tu pleures? Ouais, j'aurais pas dit moins. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bienvenue François, Salut Mouloud. ça va? Très bien. C'est la première fois qu'on te reçoit dans le clic et que je suis extrêmement content. Tout d'abord, félicitations pour L'amour ouf. Merci beaucoup. C'est un film incroyable et j'espère que ça va cartonner. On croise les doigts. Exactement, et on les mange pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok. 20 ans de carrière, 34 ans, 30 films. Je le répète, L'amour ouf de Gilles Lelouch, ça sort mercredi au cinéma avec Adèle Exarchopoulos, Benoît Poelvoorde, Alain Chabat, Élodie Bouchez, Raphaël Quenard, Vincent Lacoste, Karim Leclou Il faut boire un verre d'eau au milieu de la liste, hein, parce que c'est... et Anthony Bajon. Adaptation du roman de Neville Thompson que Benoît Poelvoorde a offert à Gilles Lelouch il y a 17 ans. Est-ce que tu peux nous pitcher ce film, à part nous dire que c'est une histoire d'amour? C'est pas mal déjà comme pitch, hein, une histoire d'amour. C'est l'histoire de... je vais prendre un peu par le prisme de mon personnage, l'histoire de Clotaire, qui grandit dans un milieu défavorisé dans les années 80, dans le nord de la France. C'est un gamin plein de rêves, plein de poésie. Mais à cause de le déterminisme social dans lequel il vit, le fait que on lui dit très tôt qu'il n'a pas trop le droit de rêver, il y a une sorte de rage qui monte en lui et de violence. Il sort un peu du cursus scolaire classique. Et tout le destine à la violence, sans doute, mais il rencontre Jackie. Et c'est le début d'une grande histoire d'amour, d'abord adolescente, mais qui se répercute plus tard dans le temps. Ça fait deux personnages qui s'aiment dans une époque de plus en plus folle, c'est l'amour ouf. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais, en fait. Tu bosses pour moi. Je peux t'avoir Jackie? Elle est mariée et elle est heureuse. Est-ce que penser à toi, c'était m'inquiéter pour toi? Ça a été quoi, toi, ton premier contact avec l'amour? Dans ma vie? Ouais. Mon premier contact avec l'amour, je pense que comme beaucoup de gens, l'amour de ma mère et de mon père, je dirais. J'ai eu cette chance d'avoir une enfance assez heureuse et de connaître, un peu à l'image d'une Élodie Bouchez dans le film, qui joue ma maman, la maman de Clotaire, une sorte d'amour, l'amour filial, quoi, l'amour pur, un peu inconditionnel, exactement. Et toi, t'as pas suivi la même trajectoire que tes parents. C'était quoi leur vie et le chemin que toi, t'as emprunté? Leur vie, pour la faire courte, ils se sont rencontrés dans le milieu universitaire. Ils étaient en train de devenir profs tous les deux, profs d'espagnol. Et ensuite, ils ont fait des carrières en université en tant que prof, maître de conférences. Et ma mère plutôt dans l'administratif, où elle est arrivée même à être rectrice de l'Académie de Lyon. Donc très dans le domaine de l'école. Toi, très vite, t'as pris des chemins de traverse. Ouais. T'as pas voulu suivre le chemin de tes parents. Comment elle est venue ta vocation? C'est introspectif, hein, cette interview. J'aime bien. Écoute, je crois que c'est l'école, mais du coup pas la salle de classe, mais plus la cour de récré qui m'a influencé, quoi. C'est mes amis que j'ai eu très tôt, avec qui je me suis dit que c'était ça l'échappatoire, un truc que je trouvais un peu
peut-être un peu morne, un peu triste, pas beaucoup dans l'action. C'était assez intellectuel, en fait, chez moi. Et ma sœur, elle a fait une thèse, elle est partie là-dedans, tu vois. Mais moi, je crois que j'avais besoin de faire des trucs de mes mains, d'être dehors, d'aller faire du skate, de la base. Donc, en fait, j'étais un peu boulimique de plein d'activités. T'étais hyper actif, quoi. Un peu, ouais. C'est marrant parce qu'il y a plein d'artistes qui nous disent ça. C'est-à-dire qu'ils avaient en eux une passion, ils avaient envie de faire plein de trucs, ils étaient créatifs, mais l'école, ça répondait pas. En tout cas, le système ne leur répondait pas. Je crois qu'il faut être câblé d'une certaine manière pour recevoir l'école comme elle nous est proposée aujourd'hui. Et je crois qu'il y a plein de jeunes, en l'occurrence, pour qui ça ne fonctionne pas. Qu'on soit un peu trop grand, un peu trop petit, un peu trop vif, un peu pas assez vif pour l'instant. Mais moi, je me suis branché très tard à la vie. Et je n'étais pas fait pour l'école. Et je m'intéresse beaucoup plus à la physique aujourd'hui que je m'y suis intéressé quand on me faisait des cours de physique. Et en fait, il y a des timings dans la vie comme ça qui sont pas ceux qu'on veut nous imposer. Elle est dingue, cette expression, se brancher à la vie. Ouais. Ça veut dire quoi? Tu sais, quand on te demande c'est quoi ton premier souvenir, moi c'est flou jusqu'à très tard, jusqu'à 14-15 ans. Je comprends parfaitement. Non mais... Je dirais la PS1. Ouais, voilà, exactement. C'est là que je me suis branché, la carte mémoire, la classique, exactement. au-dessus du plug de la manette. Non, mais en fait, je sais que très tard, j'ai l'impression que je sors de l'adolescence seulement autour de la trentaine, tu vois. Donc, ouais. Tu penses que t'es adulte, là? Je sais pas. Je sais pas, parce que je me cherchais pas mal comme tout le monde au moment de l'adolescence, et je pense que c'est normal et c'est bien, parce que pour se trouver un moment, il faut se chercher, mais je me rends compte que je continue à me chercher. Je me suis acheté un petit collier de perles cet été que je mettais, j'ai failli le mettre à l'émission, et en fait, je me suis dit non, c'est un truc estival, on va le laisser de côté. Alors, raconte-moi à quel moment on achète ce collier. C'est quoi la circonstance? Justement, je me disais, je crois que je suis pas assez stylé comme gars. Et je me baladais dans la rue, sur les réseaux en même temps, et je me suis dit, tiens, je crois qu'un petit collier de perles. Il se trouve que j'ai des origines tahitiennes. Ok. Et du coup, ça faisait un peu sens dans ma tête. Je me disais, c'est plus facile à assumer si on me demande pourquoi j'ai ce collier. Je pourrais dire Parce ça. Parce que je suis un tahitien à la base. Exactement. Le personnage de Clotaire, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup dans son adolescence. Est-ce que toi, c'était le cas? Tu te bagarrais ou pas? Pour être honnête, un peu, ouais. Je me suis un peu battu, mais en tout cas, moi, c'était plus par mimétisme, je dirais, de trucs de bande de potes en vacances, où, tu vois, c'était un peu des bandes de gars qui découvrent leur virilité, qui sont pas à l'aise avec, ou qui se mettent des carapaces de virilité mal placées. Mais le personnage de Clotaire, je dirais que sa violence, elle est bien plus profonde, elle est bien plus ancrée. Moi, clairement, on vient de le dire, mes parents, même si eux-mêmes sont pas de milieu bourgeois à la base, moi, j'ai grandi dans un milieu plus aisé, quoi. Et Clotaire, ce que je disais en introduction du film, c'est que l'espèce de conditionnement social dans lequel il est, et le fait qu'il y ait une réplique de Karim Leclou très tôt, qui joue le père de Clotaire, qui dit à son fils en lui disant « T'attaches pas aux belles choses parce que tu vas être déçu dans la vie ». Je pense que ça résonne très fort dans la tête d'un gamin qui rêve d'émancipation ou d'ailleurs ou d'imaginaire. Et en fait, cette colère crée de la violence chez lui. Et donc, c'est complètement autre chose. Et dans ma partie, dans le film, il y a aussi le fait qu'il vive une injustice. Et il vient de faire 10 ans de prison pour rien. Et là, il y a une autre forme de violence. Donc, je ne peux pas comparer ma violence adolescente passagère à celle de Clotaire, évidemment. Il y a quelque chose de très intéressant chez toi, c'est que tu représentes l'image de l'acteur beau gosse, acteur physique, mais il y a toujours une part de sensibilité énorme. Comment est-ce que tu arrives à conjuguer ça? Et on a l'impression que même toi, tu n'es pas à l'aise avec cette image-là. Avec la sensibilité ou avec le physique? Avec le physique. En fait... Ça joue sur la confiance en soi, j'ai l'impression. C'est un truc... Oui, complètement. Mais surtout, j'essaie de me protéger un peu de ce qu'on projette sur moi. C'est-à-dire que l'image que j'ai de moi-même, pour parler de mon enveloppe physique, je pense que comme plein de gens, il y a des jours où je me dis, tiens, un joli garçon, et il y a d'autres jours où je me dis, on dirait une endive. Et en fait, ça, j'ai l'impression d'être tout à fait commun là-dessus, tu vois. Donc en fait, c'est vrai que vu qu'on fait un peu attention à ce qu'on poste, à ce que machin, à ce que truc, je vais recevoir plutôt des messages positifs là-dessus, mais j'essaie de autant pas faire attention à cela que du coup les messages négatifs qui peuvent te détruire le moral. Donc en fait, je crois que ouais, les étiquettes qu'on colle ou les trucs qu'on projette, je m'en protège. Et moi, je trace mon chemin de l'intérieur. Et après, pour ce qui est de ma sensibilité, j'ai l'impression que c'est tellement lié à mon métier que jouer avec cette sensibilité, mes émotions, et essayer de me connaître assez pour aller puiser dans des choses ou pour intervertir mes sentiments et ceux des personnages et essayer de les comprendre mieux, ça, c'est un truc qu'on travaille, quoi, et qui est important en tant que comédien. Mais ouais. J'ai l'impression que ce film, L'amour ouf, il change, c'est un game changer.
dans la carrière de Gilles Lelouch, mais également dans la tienne. Il s'est passé quelque chose. Ouais. En tout cas, je sais pas quel impact ça a ou ça aura sur ma carrière, parce que, encore une fois, je réfléchis pas trop en ces termes, et ni je regarde dans le rétro, ni je me projette trop. C'est ton rôle le plus intense. En tout cas, je sais pas, c'est toujours dur, parce que j'ai pas envie de trahir ce que j'ai fait avant, ni les gens avec qui j'ai travaillé, mais il y a quelque chose de... Il y avait quelque chose à explorer d'extraordinaire avec ce personnage, autant dans sa lumière que dans son obscurité, dans sa violence que dans son amour, dans sa poésie que dans sa crasse. Cette dualité, elle est quand même rare dans un personnage, et c'était passionnant. Quand on est un acteur et qu'on a un genre de scénario, est-ce que c'est un cadeau? Bien sûr. Mais tout était un cadeau, en fait, sur ce film. Franchement, Gilles, c'est un cadeau. Gilles, c'est un mec tellement généreux, tellement humain, tellement touchant, tellement fort artistiquement. Enfin, moi, je l'avais vu, je l'ai côtoyé en tant qu'acteur sur Bac Nord, et déjà, je m'étais dit, oh waouh, comment le gars travaille, son abnégation, son envie de tout le temps remettre en question ce qu'on est en train de faire, de bousculer un peu un réalisateur, mais dans le bon sens. C'était même des conseils que j'avais entendus d'autres grands acteurs plus tôt dans ma vie, donc je me suis dit, waouh, il coche toutes les cases du grand acteur, quoi. Donc, de le découvrir au moment de Bac Nord, c'était génial, mais là, c'est autre chose. Est-ce que tu dis merci Jackie et Clotaire? Ah, je dis merci Jackie et Clotaire, ouais. Je dis merci Gilles, je dis merci au casting, je dis merci à tous les techniciens qui ont fait ce film. Il y avait un truc quand même de niveau de passion que j'ai rarement vu sur un autre plateau, mais vraiment qui infusait partout, et je crois que c'est Gilles qui est assez fédérateur pour faire ça, mais tu vois, à un moment donné, il y a une scène dans une boîte de nuit où c'est un plan séquence. Donc un plan séquence au cinéma, c'est très long, entre actions et coupées. Ouais, exactement. Et en fait, ça commence dans mon entrée dans la boîte. Donc il y a tous les danseurs, c'était Cut Killer d'ailleurs qui faisait la musique, et à un moment donné, la caméra pas notée, mais ça a été coupé, c'était avant le plan, bref. Mais dédicace à Cut. C'est-à-dire que Cut Killer a été cuté. A été cuté, ouais. Ah. Et voilà. On a killé le cut. Bah, tant pis. Je peux le mettre dans tous les sens. Hein. Voilà. Camoulox. Mais du coup, on a fait ce plan qui était dur à rentrer, tu vois. Hyper technique, avec en plus du jeu à la fin. Et donc, le jeu, on sait que souvent, c'est découpé pour pouvoir trouver les meilleures prises et tout. Donc, il fallait que tout soit bien. Et on a réussi à faire ce plan. Et c'était tellement joyeux qu'on est resté dans la boîte le soir. C'était un vendredi. Donc, on en a profité pour faire un peu la fête avec Cut, qui mixait un peu. Donc, c'était génial. Et tu vois, on avait bu quelques verres. Et avec Laurent Tanguy, ou Tanguy, je sais plus jamais comment on dit, mais notre chef opérateur, qui est génial, et son équipe, on a refait le plan en air cinéma, genre, sans caméra, sans rien. Genre, on a refait toute la déambulation, le truc, le machin, juste tellement on avait kiffé le faire la journée, tu vois. Donc ça, c'est un truc que j'ai jamais vu sur d'autres plateaux. Ça tient à quoi? Je sais pas, je te dis, cette histoire, quoi. Je crois que l'histoire que Audrey Diwan, Ahmed Hamidi et Gilles Lelouch ont écrit, et Gilles en tête de gondole, a inspiré tout le monde. On a fouillé un petit peu ta vie, j'ai tout écouté. On passe à l'interview en vrai de vrai. Ok. En vrai de vrai. Tu as commencé le théâtre car tu voulais suivre une fille qui te plaisait. Je dois dire oui? Non, est-ce que c'est vrai ou pas? Ah, vrai. Raconte. Ah, ok, je crois que c'était un truc un peu tac au tac. Non, pas du tout. Pas du tout, on n'est pas sur TikTok. On n'est pas très speed ici. Ok, chill. C'est vrai. Après, c'est vrai, mais disons que si elle avait fait de la gym, peut-être que j'y serais pas allé. Il y avait quand même un petit intérêt pour le théâtre déjà. Ouais. Et c'est drôle parce que Gilles a un peu la même anecdote. Mais en cours de français, j'avais bossé Scapin. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'en jouant un personnage, je pouvais faire rire ma classe. Et déjà, cette sensation de pouvoir que ça donne, les regards des autres et d'endosser un personnage, j'avais pris goût. Donc quand j'ai appris qu'elle faisait du théâtre, ouais, j'ai suivi le truc. Et ça a marché? Pas du tout. Il paraît que tu as joué une comédie musicale intitulée Jean Moulin. Alors, c'est un casting de comédie musicale sur Jean Moulin, je crois. C'est à quoi tu fais référence. Jean Moulin, Jean Moulin, Jean Moulin, Jean Moulin, Jean Moulin, là, Jean Moulin, là. Oh, je suis désolé, j'ai eu une galère de métro, je vous raconterai. Jean Moulin, Jean Moulin, Jean Moulin, Jean Moulin. On est les nazis. SS, Gestapo. On aura ta peau. Ouais, bah ça, c'est... Mais quoi? Tu rigoles ou quoi? Mais... Jean Moulin. Est-ce que vous allez refaire casting? Mon rêve qu'on refasse casting. Franchement, je pense qu'on a tourné ces épisodes sur une semaine. Je crois que j'ai jamais autant rigolé de ma vie.
on peut comprendre pourquoi. Mais ce que je trouve fou, franchement, c'est tu vois, quand je nous vois là en académique de danse et tout, à l'époque, on était loin quand même d'imaginer. Tu vois, je vois Antoine Gouy, qui est dans Lupin. On est encore tous assez potes. Pierre, qui a la carrière qu'on lui connaît. Igor, qui est juste devant la caméra. Hugo Gélin, qui a aidé à produire. Enfin, tu vois, en fait, Ali Mariard, Benjamin Laverne, en fait, toute cette troupe, de voir aujourd'hui où on est un peu où on se situe dans ce game qu'est le cinéma, c'est tellement une fierté. Genre, à l'époque, on faisait ça, genre, sous son surtout, oreille, quoi. Ce qui est beau, c'est qu'en général, le succès sépare. Là, ça vous a réunis. Ça vous a fédéré encore. Vous êtes solide. Ouais. Ça tient à quoi? Je sais pas, la rigolade, je crois. Enfin, tu vois, on s'est rencontrés en rigolant et je crois qu'on continue à rigoler et que personne se prend trop au sérieux dans la bande. Et donc, en fait, dès qu'on se voit, on se vanne. Et ça suffit à mettre tout le monde au même level et à kiffer. Autre anecdote, il paraît qu'un jour, tu te pointes au Pôle emploi et qu'on te dit « J'ai un rôle américain pour vous, vous allez jouer Ronald McDonald. » Franchement, on m'aurait pitché comme ça, j'aurais pu signer. Mais malheureusement, non, c'était Brigitte de Pôle emploi. Avec, respect aux Brigitte, hein, j'ai pris ce nom au pif. Avec ses petites lunettes, avec le fil là, qui a enlevé ses trucs et qui a regardé l'écran. Et c'était Ronald McDonald, vraiment prononcé à la française. Et c'était pour faire Ronald McDonald dans tous les McDo de France. C'était le seul truc que Pôle emploi avait à m'offrir. Ouais. Et à ce moment-là, tu te disais quoi dans ta tête? C'était un peu le moment où, en fait, je venais de faire un film qui s'appelle Nos Résistances, pour lequel j'avais été prénommé au César du meilleur espoir. Et dans ma tête, j'étais à Hollywood. Enfin, tranquille, hein, mais je veux dire, je m'étais dit, bon, en ça y même est. temps, Ronald McDonald. C'est pour ça, j'ai signé. Non, mais tu vois, je m'étais dit, bon, prénommé au César, ça y est, quoi. Je suis rentré dans la cour, je vais pouvoir m'amuser, quoi. On va me proposer des trucs et tout. Et en fait, c'est le moment où il s'est passé, je crois, 2 ans sans un coup de fil, sans un casting, sans rien. Et j'étais un peu en mode, bon, j'ai 22 piges, il se passe rien, je vais aller chez Pôle emploi, voir si déjà, en termes de théâtre, de machin, il y a des trucs. Et il y avait ça, il y avait Ronald McDonald. Donc il se passe quoi dans ma tête? Il se passe un peu désabusé, quoi. Et est-ce que c'est vrai que tu as souvent vomi avant de passer des essais? Ouais, tout le temps. Tout le temps, à chaque fois? Non, plus trop maintenant. Je continue à passer des essais parfois. parfois, mais... T'es stressé? C'est qui? C'est Farouja. Didier qui... Ah, Farouja qui voulait qu'il est content, bien sûr. Je savais qu'il y avait Chabat pas loin. Non, je vomissais de stress. Mais en fait, c'était bizarre. Ce qui était paradoxal, c'est que je travaillais pas mes essais du tout. J'étais plutôt du genre à fumer des joints, à oublier que j'avais un rendez-vous. Mon agent de l'époque m'appelait pour me dire n'oublie pas que t'as rendez-vous, machin. Je me stressais d'un coup, j'apprenais le texte et là, je vomissais tout. Donc, à la fois, j'étais très en dilettante sur je m'en fous de tout. Et en même temps, dès que l'échéance arrivait, je me mettais un coup de stress énorme. On espère que tu as arrêté de fumer des joints parce que c'est de la merde. Exact. Je ne fumais pas de joint. Est-ce que c'est vrai que tu as demandé à modifier certaines répliques du personnage de D'Artagnan dans Les Trois Mousquetaires parce qu'il était un peu forceur? Ouais, c'est vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le roman, D'Artagnan, il a une drague un peu chevaleresque, tu vois, un peu à l'ancienne. Et en effet, il impose un peu les trucs à Constance Bonacieux. Qui était incarnée par Lina Coudry. Par la grande Lina Coudry, en effet. Et en lisant le scénario, ils avaient gardé, les auteurs, Mathieu et Alexandre, ils avaient gardé un peu ce truc-là. Et c'est pas tant, moi, c'était pas tant une réflexion politique de genre comment ça va être repris, machin. C'était juste que j'étais pas à l'aise, moi, de jouer ça comme ça. Parce que c'était pas comme ça que je considère quand on tombe amoureux, pour moi, c'est autrement plus sensible et fragile qu'un truc un peu en force, quoi. Mais est venue de ces discussions la réflexion de, en fait, est-ce qu'on n'a pas envie du coup de moderniser un peu ces dialogues-là et d'en faire un truc plus actuel et avec lequel, en plus, on est plus en accord. Il y a notamment une réplique à la fin où je viens de faire toute la mission d'aller chercher les ferrets de la reine à Londres et je lui donne au Louvre et je lui avais dit quand je reviendrai, vous m'aimerez. Déjà, c'était déjà un peu... il s'impose un peu. Et je lui donnais les ferrets, la réplique, c'était dites-moi que vous m'aimez. En lui donnant, genre, je retenais le truc et je disais ça suffit maintenant, dites-moi que vous m'aimez, dites-moi machin. Et on a changé ça en dites-moi que vous ne m'aimez pas et je me casse. Genre, dites-le moi une bonne fois pour toutes que vous ne m'aimez pas et je pars. Et je trouvais ça autrement plus joli d'un mec qui abandonne, en fait. Il dit ok, j'ai tout fait, j'ai fait la mission, j'ai sauvé la reine, j'ai sauvé la France, j'ai fait truc. Si ça te va pas, toutes mes preuves d'amour, dis-le moi. Ouais. Il paraît que tu as failli jouer le mime Marceau. Ouais. Et que ça s'est pas fait last minute. Non, en effet. Mais que tu as perdu du poids et que tu as pris des cours de mime. Ouais. Sur ce plateau, on a eu un très grand mime qui nous a donné un petit cours, on le regarde. Moi, j'aime le mime. Ah, t'aimes le mime? Ouais, j'adore Allez, le je mime. te fais un petit mime. Bon, déjà, je marche. Ok. T'es prêt? Ouais. Ok.
C'est loin, non? Ouais, tu vas où? Il y a une boulangerie. Je veux le gâteau, mais elle est fermée. Ah non, c'est fou ça. Pourquoi? Tu sais encore faire du mime ou... Je vais pas du tout faire du mime. Mais surtout que, franchement, Par il est exemple, trop si là il y a fort, une Gad. boulangerie que tu veux un gâteau et que c'est Ah, fermé. la boulangerie, on peut aller là. Voilà, il a envie de mimer. Je sentais T'as qu'il envie y de avait, mimer il y avait de un petit ouf. piège de mime. T'as envie de mimer. Non, mais, Non, parce que je crois que quand on sait mimer, on mime toujours. on mime, ouais. Moi, franchement, je ne Tu sais pas mimes. mimer. Et surtout, j'ai occulté ce truc-là parce que comme ça a été une très grande déception professionnelle, j'ai un peu, tu vois, je me suis débarrassé de ça. Mais franchement, tu vois la grâce que c'est. Moi, je trouve que Gad Elmaleh est très gracieux sur scène et il a une manière de se tenir et une manière de toujours vivre physiquement ses sketchs, ses machins. Donc, grand respect. Tu vois, la marche, bah, en fait, il dit rien, il fait rien, on le regarde et c'est suspendu. Il y a un truc très poétique dans le mime, je trouve. Est-ce que toi, maintenant que tu as une expérience, que tu as fait une trentaine de films, tu es encore en proie aux mêmes angoisses qu'au début, quand tu commençais? Je commence un film dans une semaine, je suis tétanisé. C'est quoi? Un film d'Arnaud Desplechin qui se passe à Lyon où je joue un pianiste. Et pourquoi ça te fait peur alors que... Non? Toujours? Ouais, mais j'ai même envie de te dire, si ça fait plus peur, faut s'arrêter. Hein. Ouais. En fait, il est là le moteur. Si on risque rien, si on se met pas en danger, je crois, dans n'importe quelle création artistique, on passe un peu à côté de la substance, quoi. Et on rate les accidents, on rate tout ça. La zone de confort, c'est l'ennemi. Donc j'ai cette chance d'avoir encore peur, je crois. Et tu te mets dans quel genre d'état? Je sais pas, parce que en fait, là, je suis en pleine préparation, du coup. Et en promotion en même temps. Donc, j'essaie de diviser mon cerveau. Mais il y a une partie de mon cerveau qui turbine au personnage, où je suis un peu obsédé par... tu vois, je suis rentré, je regardais les chaussures d'un mec et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas des bonnes chaussures pour le personnage, ou des démarches, ou des machins? Et t'es constamment en train de te dire, tant qu'on n'est pas sur le plateau, et même sur le plateau, de continuer à chercher, à trouver des choses, et ça t'obsède un peu, quoi. Maintenant que tu as le luxe de choisir tes films, tu as aussi le luxe de dire non. Est-ce que non, c'est pas le plus grand pouvoir que possède un acteur? Si, c'est le plus grand luxe, et c'est tellement rare. En fait, c'est dingue la bascule qu'il y a entre... On court les castings, et on s'esquinte le moral, parfois, avec des refus en flux tendu, ou des trucs qui se passent pas comme on voudrait, on est frustré tout le temps, et d'un coup, il y a un film ou quelque chose qui se passe dans notre carrière, et on bascule de l'autre côté, où on nous propose des films, et là, on devrait dire non. Enfin, en fait, Et cette bascule-là, en fait, moi, c'était un peu au moment de Five, je crois qu'elle est arrivée. Et c'est très vertigineux, en fait, pour un acteur. Et en même temps, c'est un luxe ultime. Mais t'as dit que t'as pas aimé les rôles qu'on te proposait après Five, que c'était souvent monothématique. Ouais. Bah, ça ressemblait à Timothée dans Five. C'était souvent le sidekick, comédie, un peu bouffonnant, qui était parfois très drôle, mais j'avais l'impression que ce qu'on avait fait avec Five, ça nous ressemblait tellement nous. Et Igor arrivait tellement avec un ton qui lui est propre et très inspiré des trucs anglo-saxons qu'on adore, genre Judas Pato et tout, que d'un coup, les trucs qu'on me proposait de gens que je connais pas, qui sont pas mes potes, j'avais un peu peur d'y aller pour refaire un peu le même truc. Et je sais qu'en France, on a tendance à vite enfermer les gens, à leur mettre des étiquettes. Et comme moi, je venais pas forcément de la comédie, tu vois, on l'a dit, avec Soit je meurs, soit je vais mieux, avec des trucs que j'avais fait plus tôt, j'ai essayé de... Et puis c'est une grosse mise en danger, la comédie, c'est ce qui est le plus dur, en fait. Ouais. Bah, en fait, t'es payé tout de suite ou pas payé, quoi. J'aimerais qu'on fasse un petit questionnaire ensemble, parce que je sais que t'es très sensible. J'ai vraiment tout écouté de toi. Oh putain, c'est... Et ça me touche. Non, vraiment, t'es un... Désolé pour toi. Je te le dis, t'es un gars qui me touche, vraiment. On va faire l'interview sensible, Ok. mais dur. Parce que vous êtes sensible. Est-ce que tu te souviens d'une situation où tu as dû jouer le dur alors que tu étais sensible? Où j'ai dû faire le dur alors que je suis sensible. Je sais pas, faire le dur, en fait, moi, j'ai du mal avec les incivilités dans la rue. Alors que ce soit parfois quand Parce je que capte... tu t'appelles François Civil. Mais ouais, mais je crois que tu rigoles, mais je me demande s'il n'y a pas un truc un peu qui a infusé. Mais par exemple, des gens qui klaxonnent dans une rue piétonne ou machin au truc, je peux monter en pression, mais genre fort. Genre, je peux aller toquer à la vitre du gars, border, je lui casse sa vitre et tout, genre, je peux m'embrouiller, quoi. Alors que j'ai la jambe qui tremble et qu'une seconde après, je redescends en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou les gens qui disent pas bonjour quand tu leur dis bonjour. Ah ouais, bon, ça Ouais. c'est fini. Ou les gens qui commencent à te tenir la porte, ils te voient arriver, ils la lâchent. Ah, je peux rien pour eux. La dernière fois où t'as pleuré devant un de tes parents? Oh waouh. Ah, niveau d'intimité, il est... J'étais pas devant eux, mais quand on a montré L'amour ouf, justement à Cannes, alors que franchement, je suis jamais ému par les films dans lesquels je suis,
Comme on disait, celui-là, il est un peu plus spécial. Et j'ai versé ma petite larme à la fin, et ils étaient juste à côté de moi, donc j'étais à côté. Tu dis que tu as été ému en lisant le scénario de L'amour ouf dans un train. Ouais. Quel passage t'a ému? À quel moment t'as lâché? Quand les deux personnages se retrouvent, je spoil un peu, mais en même temps, il y a des photos qui circulent où on voit bien qu'à un moment donné, Jackie et Clotaire, joués par Adèle et moi, du coup, dans la deuxième partie du film, se retrouvent. Il y a une scène notamment dans un hôpital, et je trouve que le dialogue que j'ai lu, la manière avec laquelle tout ce qu'ils ont pu fantasmer pendant 10 ans l'un de l'autre, et comment ils espéraient que leur cœur battait au même rythme, en fait, le réel est un peu plus dur, mais quand même, ils sont là, et quand même, c'est beau, et quand même, ils se parlent. Ou pas. Ils se disent des mots ou pas. Là, j'avoue que j'ai fondu en larmes. Est-ce qu'il y a une scène dans un dessin animé qui t'a rendu profondément triste? Le classique Roi Lion, mort de Mufasa, où déjà d'en parler, ça me... Ça te fait mal. Ouais, franchement, mais c'est trop de puissance. Ça, mais sinon, c'est pas un dessin animé, mais quand je regarde Hook, tu vois le moment où c'est Robin Williams, du coup, hein, non pas Robbie Williams. Ouais, non, Robin Williams, voilà. Qui du coup commence à devenir un peu Peter Pan. Il y a Rufio, il trace une ligne au sol et tous les enfants traversent du côté de Rufio parce qu'ils n'ont pas confiance en Peter Pan vieux. Et il y en a un seul petit qui reste et qui lui touche le visage. Ah, mais je vois très bien. Et qui lui dit « C'est toi, Peter !» Salut. Avec un sound design incroyable, je tiens à le dire. Okay. Si demain tu apprends que tu vas être papa, quelle sera ta première réaction? J'ai l'impression qu'il faut que ça arrive pour savoir, mais là, comme ça, je me dirais fou de joie. Mais je pense qu'à l'instant d'après, je peux avoir une sorte de « Ah Oh !» Un peu de panique. Possible. T'as envie? Ouais. Tout de suite, je sais pas, mais j'ai envie. Est-ce que tu joues au loup-garou? De malade. Ah bon? On va faire un loup-garou, là? Non. C'est très dommage. Parce que je suis brutal. Ah ouais? Ouais. C'est quoi ton niveau de loup-garou pour qu'on comprenne? Niveau embrouille avec des très bons potes. Niveau bouche qui se décroche à la fin, on me regarde en mode t'as pas pu faire tout ça. T'as pas pu éliminer tous tes potes loups, toute la partie, pour finalement être undercover à la fin. Bah si. Donc si vous savez pas de quoi on parle, le loup-garou, c'est un jeu incroyable et c'est le jeu qui est en train de cartonner sur Canal. On a cliqué dessus. Et moi, personnellement, j'adore. Loup-garou, c'est vraiment la plus grande partie de tous les temps et c'est pas du mytho. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Déjà, le jeu a été créé par deux types qu'on aime beaucoup, Fari et Panayotis Pasco. La main. Ah là là, mon Dieu. Les deux complices ont eu l'excellente idée de faire ça dans la forêt. Oh, une limace à sonnette! La forêt, elle est à La Ferté-Chouchoir, ce qui n'a aucune influence sur le jeu, mais c'était juste pour dire La Ferté-Chouchoir. Il est super drôle ce gars. Il fait du théâtre, c'est sûr. Et en plus, La Ferté-Chouchoir, c'est pas loin de Damary Lélis. Du coup, on s'étonnerait pas d'une petite collab avec la Starac en fin de saison. Ah ça va Jennifer, tu m'as hanté toute mon adolescence, ça suffit maintenant. Dans la forêt, les candidats dorment donc dans des petites cabanes trop kawaii, genre ça s'est lâché pendant les soldes chez Maison du Monde, mais y a pas de salle de bain. Bah oui, mais en même temps, quand tu vois l'appart de gros bobos de Fari et Pana, y a rien d'étonnant qu'ils aient des toilettes sèches dans leur résidence secondaire. Hein. On parle toujours bien du jeu là. Hein. La voix off est pas mal, Jamais un lieu n'a été aussi propice à l'amusement, je vous jure. juste un peu inférieure à celle qui vous parle actuellement. C'est Mister V quoi. Bon, tout ça c'est bien et les règles, on n'a plus le temps. Allez, ciao, merci beaucoup. De toute façon, même si vous ne comprenez rien, c'est génial, les candidats font tous des métiers qui font peur. Scientifique en algorithmique. Champion du monde de plongée en apnée. Espion du bureau des légendes. Mais celui qui fait le plus peur, c'est le mentaliste. Il prend un peu trop son rôle à cœur, je trouve. De choisir quelqu'un à dévorer et de savoir que ce sera pas toi, c'est un petit peu excitant en vrai. Tu sais que tu vas pas vraiment les manger les villageois, hein, parce que le cannibalisme c'est illégal. Pour l'instant. Après quand ça sera la fin du monde, éventuellement, on verra. Bref, 8 sur 10. Bisous. François, merci d'être venu dans Click. Du coup, voilà. Au milieu d'une convo incroyable. Non, merci de m'avoir reçu.